Salam alaikum. Donc là, on va continuer le cours d'INA. Cette partie, on va parler d'un aspect très intéressant dans les algorithmes d'apprentissage automatique et même d'apprentissage profond, c'est-à-dire machine learning et deep learning, c'est l'ingénierie de caractéristiques, features engineering. Donc, sur le plan, on va voir même une introduction pour introduire l'avantage et l'utilité de features engineering. On va voir les étapes de l'ingénierie de caractéristiques, à savoir la normalisation, la sélection, et par la suite, on va essayer de faire une implémentation sur un cas réel, c'est-à-dire voir quel est l'impact de l'ingénierie de caractéristiques sur la performance d'un modèle d'apprentissage. Donc, l'objectif de l'apprentissage automatique ou bien de l'apprentissage profond est de concevoir un modèle qui soit puissant, performant, et cette performance ou bien la puissance de ce modèle, elle est basée ou bien elle repose sur plusieurs facteurs. D'accord? On a déjà parlé de comment on peut rendre un modèle de classification puissant. Donc là, on parle de classification supervisée ou bien non supervisée. La première des choses, c'est la cohérence et la nature de notre dataset, notre base de données. En général, il faut que la base soit équilibrée. Et si ce n'est pas le cas, on doit essayer de la rendre, c'est-à-dire de l'équilibrer le plus maximum possible. En général, équilibré, c'est-à-dire que si on parle de classification binaire, il faut que la représentation, bien la présence des deux classes, le pourcentage de la présence des deux classes soit équitable à un certain niveau. D'accord? Deuxième point, c'est qu'il faut vraiment choisir, dans le cas d'apprentissage automatique, il faut choisir les caractéristiques les plus pertinentes. C'est-à-dire, on a vu qu'on peut utiliser des caractéristiques couleurs dans une base où la couleur n'est pas dominante, chose qui n'est pas bien. L'essentiel, c'est, comme je vous ai dit, c'est d'avoir une représentation très pertinente de l'information qu'on veut prédire. Et là, le choix des caractéristiques, on a vu qu'il y a 3 types de caractéristiques, texture, couleur et forme. Chaque type NA, on a plusieurs façons, plusieurs moyens d'extraire des informations représentatives. Donc là, il faut essayer de voir quelle information est la plus pertinente dans une thématique. C'est-à-dire, si je travaille dans les images des véhicules, automatiquement, c'est la forme plus que la couleur, parce qu'on peut trouver deux modèles qui ont la même couleur. Donc, il faut vraiment aller essayer de voir les avis des professionnels dans la thématique pour identifier quelles sont les informations qui permettent de représenter le mieux une image dans une base de données, bien sûr, sur une thématique bien précise. Après, donc une fois on a les caractéristiques les plus pertinentes, il faut choisir un algorithme de classification, c'est-à-dire puissant. Donc on a une multitude d'algorithmes de classification, il faut choisir quel est le plus adapté à notre problématique. D'accord, donc une étude a été, donc c'est pas une étude, donc il y a plusieurs études qui ont été élaborées pour identifier entre ces trois quel est le point qui a plus d'impact sur la performance d'un modèle de classification. Et les experts ont tous, en général, qu'ils ont jugé que les caractéristiques influencent le plus que autres paramètres. Sachant que on peut tester plusieurs algorithmes de classification, on peut même mélanger, c'est-à-dire utilisant l'ensemble learning pour utiliser un nombre élevé d'algorithmes de classification. Et notre constat, c'est que aucun algorithme de classification ne peut remplacer ce que apportent les caractéristiques. Donc voilà l'étude qui a été
menée. Il s'est avéré que 80%, c'est-à-dire que 80% du temps consacré pour la conception d'un modèle de classification est, c'est pas perdu, mais est consacré pour la préparation des données et la préparation des éléments ou bien des informations à passer à l'algorithme de classification. Ce sont, c'est-à-dire, là, c'est le features. D'accord? Donc, on a plusieurs étapes qu'on peut mettre en place pour faire l'ingénierie de caractéristiques. D'accord? En général, dans notre cas, dans le cas de l'image mining, où on travaille avec des images, donc là, je vais citer les éléments les plus importants dans l'ingénierie les éléments les plus importants dans l'ingénierie de caractéristiques, mais ce n'est pas obligatoirement, on n'en a pas besoin dans le cas des images. D'accord? Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Le premier point qu'il faut traiter, ce sont les valeurs manquantes. Et là, en général, dans le cas des images, on n'a pas de valeurs manquantes. D'accord? Deuxièmement, ce sont les valeurs aberrantes. En général, on fait appel à des transformations, là, une transformation logarithmique pour essayer de normaliser, c'est-à-dire la représentation de nos valeurs des caractéristiques. Il faut avoir un encodage unique. Il faut mettre en échelle nos caractéristiques. Donc, c'est la normalisation et la standardisation. Et à la fin, il faut sélectionner entre les caractéristiques proposées, fournies ou bien extraites, quelles sont les caractéristiques les plus pertinentes. Comme j'ai déjà dit, c'est-à-dire dans les ateliers, je vous propose des caractéristiques à utiliser, mais la question qui se pose, est-ce que vraiment ces caractéristiques sont pertinentes? Est-ce que si on enlève quelques caractéristiques, est-ce que il y aura une influence sur le taux de classification ou non? D'accord? Ce sont les questions qu'il faut y répondre. Donc, les valeurs manquantes, les données manquantes, en général, sont représentées par des nuls, là, not a value. Ce sont des valeurs, c'est-à-dire des informations qui ne sont pas présentes dans un jeu de données. D'accord? On les trouve en général dans les données, c'est-à-dire élaborées par autrui, ou bien récupérées par un processus quelconque à partir d'une base de données, à partir, je sais pas, d'un questionnaire, ainsi de suite. Et ce problème, il est rencontré en général après une préparation, c'est-à-dire rencontré lors de la préparation de données pour les utiliser dans un processus d'apprentissage automatique. Et en général, ces valeurs manquantes vont certainement affecter et réduire la performance de notre modèle d'apprentissage. Donc, il faut vraiment réduire ou corriger ce problème. Donc, parmi les causes de ces données manquantes, soit des erreurs humaines, des interruptions des flux de données dans le cas d'un processus soit de collecte ou bien d'un processus de récupération de données à partir de plusieurs sources d'informations, ou bien des problèmes de confidentialité, c'est-à-dire que le fournisseur de données va dire, voilà, cette information, elle est confidentielle, je ne peux pas vous la donner, c'est à vous de l'estimer. Et donc, il y a pas mal d'autres causes. Donc, les solutions, on a en général deux solutions. Soit on supprime, soit on remplace. Donc, la suppression s'effectue si, c'est-à-dire on va supprimer, donc là, on suppose que la matrice c'est-à-dire de caractéristiques de D, donc les lignes, ce sont les caractéristiques, l'ensemble de caractéristiques représentatives d'une information, et les colonnes, ce sont les différentes valeurs d'une caractéristique bien précise sur l'ensemble des éléments. Donc, on peut supprimer les colonnes contenant un nombre de données manquantes qui est supérieur à un seuil, ou bien supprimer même les lignes de la même façon, c'est-à-dire qu'ils contiennent un nombre de données qui sont manquantes supérieur à un seuil. En général, les experts utilisent la valeur de 70% d'après des études. D'accord? La valeur n'est pas figée, on peut
l'adapter à notre problématique. Ou bien, on peut remplacer. C'est préférable que la suppression dans le cas où on peut estimer les valeurs des données manquantes en se référant aux valeurs existantes. Donc, soit on va utiliser une valeur par défaut, je sais pas, par exemple, on va traiter les données d'une population et on sait bien que l'âge moyen c'est 20, donc toute valeur manquante, on va la remplacer par 20. Sinon, on va utiliser dans le cas binaire l'inverse, c'est-à-dire que si on a une valeur dominante qui est 1, tout ce qui est négatif sera, tout ce qui est manquant sera 0. Ou bien remplacer tout simplement par 0, chaque valeur absente est 0. Ou bien utiliser la médiane pour remplacer, ou bien utiliser la valeur maximale de l'occurrence, ou bien la valeur minimale. Donc ça dépend de la problématique et c'est-à-dire du concept. Les valeurs aberrantes, ce sont les valeurs en général qui sortent de l'ordinaire. C'est-à-dire, je ne sais pas, j'ai un jeu de données où les tailles c'est-à-dire sur les humains, on a les tailles entre je sais pas, 65 centimes et 186 centimes. Et on trouve, par exemple, une valeur qui est 260 centimes, chose qui est, c'est-à-dire aberrant. Ça peut exister, mais ce n'est pas très représentatif et ça ne va pas rendre service à notre algorithme de classification. Donc, sont détectés en général visuellement. Donc, il y a d'autres moyens pour le faire d'une manière dynamique, mais la meilleure des choses, c'est de faire une projection, c'est-à-dire une représentation visuelle des données, du jeu de données, et voir quelles sont les valeurs qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de... Donc, pour la détection, comme j'ai dit, donc, on peut le faire d'une manière dynamique, utilisant donc une distance qui est en général supérieure à x fois l'écart type des données. En général, le x, d'après toujours des études, donc les valeurs que je mets dans mes supports ne sont pas, c'est-à-dire posées aléatoirement, mais d'après des études, donc c'est entre 2 et 4. Ou bien fixer un pourcentage en borne supérieure ou bien en borne inférieure, c'est-à-dire dire que les valeurs dont les pourcentages sont inférieurs à 3, par exemple, dans la borne supérieure, on va les supprimer et de même dans la borne inférieure. Donc, c'est toujours laissé. Donc, c'est dynamique, mais comme j'ai dit, visuellement, on va voir, c'est-à-dire quelles sont les valeurs réellement aberrantes. On peut faire appel dans l'ingénierie de caractéristiques à une transformation logarithmique. Cette procédure ou cette application, elle est très utilisée, d'accord? Et elle a quelques avantages. Parmi ces avantages, c'est de traiter les données qui sont biaisées, d'accord? Après transformation logarithmique, la distribution des données va être la plus proche que la normale, sachant que la représentation logarithmique, c'est toujours, c'est-à-dire elle est très proche aux données réelles. Réduire l'ordre de grandeur des données, donc ça fait partie de la normalisation. Donc, on a un exemple, la taille n'est pas la même, c'est-à-dire la même grandeur, n'a pas la même grandeur que la différence entre les âges, entre 1,85 m et 50 centimes. Là, 85 centimes, c'est 100 centimes, d'accord? Et entre, c'est-à-dire la même catégorie d'individus, on va trouver que la différence d'âge, ça peut être 2 années, 3 années. Donc, on a remarqué bien que la grandeur de différence entre la taille va prendre la main que la différence entre l'âge. Et elle permet aussi de réduire l'effet des valeurs aberrantes, c'est-à-dire, comme j'ai dit, c'est une normalisation. Donc, on a de préférable, il faut vraiment faire la normalisation avant de traiter les valeurs aberrantes. Maintenant, il faut bien sûr, pour la transformation logarithmique, il faut faire attention à ce que les valeurs ne soient pas négatives parce que c'est interdit. Donc, si on va travailler avec des valeurs négatives, on doit changer de l'échelle et passer vers les valeurs positives, c'est-à-dire faire une transformation d'échelle, ajouter la moyenne, le max, comme vous voulez, mais sortir c'est-à-dire de la plage négative.
Maintenant, un des points qui est très intéressant, c'est qu'on doit avoir un encodage unique. Soit en général, on travaille avec, c'est-à-dire l'idéal, c'est de travailler avec des valeurs numériques. Si on travaille avec des binaires, vraiment, il faut aller vers le binaire. Sinon, ouais, il faut éviter le problème qui se pose ou dans le cas des chaînes de caractères, par exemple les villes. On a des individus qui habitent à Fès, d'autres à Meknès, d'autres à Rabat. Donc, il ne faut pas passer les informations telles qu'elles sont vers un classifieur. L'idéal, c'est de coder les villes. C'est-à-dire, Fès va avoir 0, Meknès 1, ainsi de suite, et avoir une deuxième table de référence pour récupérer, c'est-à-dire pour faire la prédiction si on cherche les villes, faire la prédiction des 0,1. Donc déjà, dans les exemples, dans le cas des lésions malignes et bénignes, en général, il faut passer vers 0 et 1 ou 1 et 2, et à la fin, quand j'ai la prédiction c'est 0 et 1, faire appel à la table de correspondance pour voir 0, qu'est-ce que ça représente, et le 1, qu'est-ce que ça représente. La mise en échelle, c'est une des étapes à ne jamais oublier. D'accord? Ça a un impact très visible et très élevé sur la performance de notre modèle de classification. À l'âge, parce que les caractéristiques en général du type numérique ne sont pas dans la même plage d'intervalle. Elles diffèrent les unes des autres, comme j'ai déjà donné l'exemple de l'âge et la taille. Là, on va essayer de voir un exemple, le même exemple, c'est-à-dire sur l'âge et le salaire. La différence entre les deux diffère. D'accord? Et pour un algorithme d'apprentissage, les valeurs qui ne changent pas beaucoup n'ont pas beaucoup c'est-à-dire d'impact c'est-à-dire sur comment va réagir notre algorithme de classification lors de la prédiction. C'est-à-dire que le décalage, si ne change pas, automatiquement, n'aura pas d'influence. Et vice-versa. Donc, là, quand je dis que s'il ne change pas, en projetant, en projection avec les salaires qui changent. Donc, les salaires, on peut trouver à partir de 2000 vers 22 000, 30 000. D'accord? Alors que l'âge, ça peut être le même âge, ça peut être un âge qui diffère entre, je ne sais pas, des mois, une année, deux, max. Donc, il faut vraiment mettre les données sur la même échelle, en général entre 0 et 1, avec valeur réelle. Donc, la mise en échelle, elle est vraiment, on voit son impact sur les algorithmes de classification qui font appel à des distances ou bien au voisinage, comme le cas de KNN et KMIS. Donc, on a le KNN et KMIS, si on a les données qui ne sont pas sur la même échelle, il faut s'attendre à ce que l'algorithme ne soit pas puissant. Les solutions pour le problème de mise en échelle, on a soit la normalisation, on va utiliser le min-max, soit la standardisation, on va utiliser donc, le Z-score. Il y a d'autres façons de faire la normalisation et la standardisation, donc les plus utilisées au maître. D'accord? Le min-max, en général, la donnée moins le min, le jeu de données, sur divisé par le maximum de jeu de données, moins, donc un jeu de données sur une caractéristique. C'est-à-dire, on va faire sur une caractéristique, on va normaliser une caractéristique, on a entre 0 et 1. D'accord? Et la standard, le Z-score pour la normalisation va utiliser la valeur moyenne et l'écart type. Donc, on a les deux, la normalisation et la standardisation. Pour la normalisation, elle augmente les effets des valeurs aberrantes. D'accord? Les canaux aberrantes se distinguent. D'accord? Donc, en avant normalisation, il est recommandé avec min-max, il est recommandé de traiter les valeurs aberrantes, les éliminer. Et pour le cas de la standardisation avec le Z-score, elle réduit l'effet de données aberrantes, c'est-à-dire on peut se dépasser de notre cas ou notre cas pour le traitement des cas des données aberrantes. Donc vient donc l'étape la plus essentielle à mon avis et d'après des études et d'après des papiers qu'on a publiés sur la thématique, vraiment ça augmente d'une manière non attendue le pourcentage, la précision de classification pour un algorithme donné. D'accord? Le principe, l'objectif, c'est d'extraire d'une manière intelligente de la connaissance les caractéristiques les plus
représentatives, les plus pertinentes. L'objectif, c'est, bien sûr, ce qu'on cherche, c'est améliorer les performances de notre algorithme en termes, parce qu'on va réduire le nombre, rapidité, puissance de prédiction et de simplification du modèle. Donc, si on travaille avec 1000 caractéristiques, ce n'est pas la même chose qu'avec 13 ou bien 20 caractéristiques. D'accord? Là, on a réellement pu, par exemple, dans des implémentations dans le cas médical, de réduire à partir de 4000 et quelques caractéristiques vers les, je pense, les 100, 120, si je me rappelle bien. C'est-à-dire, on avait au démarrage 4000 caractéristiques et c'est avéré que seulement les 100 et quelques sont plus pertinentes et nous ont permis d'avoir un taux de classification élevé qu'avec les 4000 et quelques. Et bien sûr, réduire les dimensions et ainsi éliminer ou bien réduire le bruit. Donc, maintenant, c'est quoi la sélection des caractéristiques? C'est un processus qui choisit un sous-ensemble optimal de caractéristiques en fonction d'un critère, c'est-à-dire soit avec corrélation avec les classes à prédire. Oui, il y a plusieurs façons de les faire. Donc, pourquoi on fait appel à cette technique, à cette étape? Supprimer les données non pertinentes, augmenter la précision, réduire le nombre de données, la complexité et améliorer la compréhension. C'est-à-dire, on va faire de l'apprentissage et tant que les données sont minimes, donc l'algorithme d'apprentissage va être performant. Bien sûr que les données à utiliser lors de l'apprentissage doivent être les plus représentatives, c'est-à-dire doivent représenter le maximum possible l'information initiale. C'est l'objectif d'IA. Donc, on a trois approches pour faire les sélections de caractéristiques. On a les méthodes intégrées, embedded, on a les méthodes wrapper et on a les méthodes qui filtrent. D'accord? Donc, embedded, ils font, c'est-à-dire la méthode fait partie en général, du processus d'apprentissage, de conception de notre modèle. Les méthodes dites filter, en général, elles agissent en amont, c'est-à-dire on teste et on vérifie, et ainsi de suite. Et les méthodes wrapper, c'est-à-dire ils font une optimisation explicite, d'accord, avec utilisant un taux d'erreur de classification. C'est en général, ce sont les trois types, c'est-à-dire d'algorithmes de sélection de caractéristiques. Pour les approches, en général, d'après bien sûr des études, on a identifié qu'on peut faire confiance. Donc, il y a énormément d'algorithmes pour la sélection des caractéristiques, mais on peut faire appel à ces quatre, donc à savoir le relief, CFS, RFE et Chi2. Donc, pour le relief, en général, l'objectif, c'est identifier ou bien déterminer le plus proche voisin d'un certain nombre d'échantillons. D'accord? Les échantillons, les features de base sont sélectionnés au hasard à partir de l'ensemble. C'est-à-dire qu'il ne va pas traiter ou bien travailler sur l'ensemble, mais c'est-à-dire la totalité des données, mais il va faire une sélection au hasard des échantillons. Et pour chaque échantillon sélectionné, les valeurs, c'est-à-dire la sortie de précision utilisant ces caractéristiques, vont être comparées aux voisins. D'accord? Et les scores pour chaque caractéristique seront mis à jour. C'est-à-dire on aura des caractéristiques avec des scores d'impact sur le taux de classification. Donc, l'objectif, c'est d'identifier ou bien de calculer la qualité des attributs, de chaque attribut, en fonction de la qualité de leur valeur c'est-à-dire pour faire la classification. CFS pour Correlation Feature Selection. On a fait une sélection sur des caractéristiques en se basant sur la corrélation avec la sortie. D'accord? Ce qui est la classe. Recursive Features Eliminations, donc comme le nom le dit,
C'est une méthode récursive de cartographie basée sur des étapes itératives, donc plusieurs reprises, pour construire un modèle et choisir le meilleur et le pire des caractéristiques. La méthode Ki2, donc en général, elle est basée sur Chi2, Ki2, chacun la prononce comme il veut. Donc, elle est basée sur la statistique Ki2. C'est une méthode qui utilise donc l'écart entre les caractéristiques et la classe à prédire. D'accord? Et par la suite, donc, on a les algorithmes, on a c'est-à-dire 4 algorithmes, il y en a plusieurs, d'accord? Donc là, j'ai choisi les plus utilisés et celles, maintenant, on a fait pas mal d'études sur les algorithmes de feature selection. Et parmi l'ensemble des algorithmes proposés, on fait appel à 4. Et parmi les 4, on a le relief qui nous a donné toujours, qui nous donne toujours de meilleurs résultats et on l'a adopté comme algorithme de feature selection. Peut-être que c'est adapté à notre cas d'application. En général, je travaille sur les images médicales et les images des plantes et ça donne de très bons résultats en comparaison avec les autres. Donc là, il y a un autre processus considéré aussi comme la sélection de caractéristiques, qui est la réduction de la dimension de notre matrice de caractéristiques. C'est-à-dire, les autres, on fait une sélection sur quelles sont les caractéristiques les plus pertinentes. Là, c'est comme si on fait de l'extraction des connaissances à partir de ce qu'on a sous la main. Donc, il fait une réduction de la dimension, pas en éliminant, mais en transformant des caractéristiques en une dimension inférieure. Donc, c'est plutôt de l'extraction, d'accord, de la création que de la sélection elle-même. L'objectif, c'est dériver quelques informations, extraire quelques informations à partir de l'existant. D'accord? Les approches, on a le PCA, ISA et Matrix Features Factorisation. Donc, dans ces quelques slides, j'ai essayé d'introduire c'est quoi l'ingénierie de caractéristiques et comment on peut procéder c'est-à-dire à cette démarche qui est d'après les expériences et d'après les études qu'on a menées, permet d'augmenter le taux de classification. Donc, je n'ai pas un exemple, mais pour c'est-à-dire, là, vous pouvez consulter quelques articles, que ce soit les nôtres ou d'autres chercheurs, où vous allez voir que sans le taux de classification, sans feature selection et avec feature selection n'est pas le même et qu'avec la sélection de caractéristiques, on a pu augmenter d'une manière significative le taux de classification. Donc, c'est ainsi que se termine notre séance. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.